Bonjour, merci beaucoup d'être là, si nombreux, de bon matin à l'heure d'un geek. Pour ce sujet de prise de décision asynchrone, c'est toujours des sujets un peu périphériques, peut-être moins techniques, on ne sait jamais quel public on va amener, donc c'est un grand plaisir pour moi et un honneur d'avoir une salle comble. Euh, En fait, c'est peut-être un des sujets les plus importants. Chaque orateur va dire ça, bien sûr. Parce, mais en fait, ce mécanisme dont on va parler est au cœur de tous nos projets, en particulier les projets open source, les projets où on travaille de manière distribuée aujourd'hui, ce qui est de plus en plus le cas, et je pense que c'est un sujet important. J'ai réalisé en fait que ça fait, comme Monsieur Jourdain, ça fait peut-être 25 ans que je fais ça sans avoir réussi à vraiment mettre un nom dessus, et c'est récemment que j'ai un peu clarifié cette idée, et je me réjouis de vous la présenter. Mon nom est Bertrand de la Créta, je viens de la Suisse romande. Je suis Principal Scientist chez Adobe au bureau de Bâle en Suisse. Donc c'est une sorte de job de consultant interne d'architecture. C'est un job technique en fait. Là, je présente un sujet plutôt de communauté, mais mon job est assez ou très technique. Et je suis aussi très impliqué dans la fondation Apache, comment dit-on ça en français? La fondation Apache pour les logiciels libres, Apache Software Foundation, où je suis au comité de direction depuis, c'est ma 10e année en fait dans ce comité. Donc très intéressé par toutes les questions de communauté. En fait, ma question existentielle dans mon travail, mais comment est-ce que ça se fait que ça fonctionne? Vous avez des projets open source qui semble complètement chaotique. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'horaire, il y a des cultures différentes dans le projet, il n'y a pas vraiment de planning précis parfois et ça fonctionne très bien. Et on va essayer de découvrir pourquoi. Donc, comme j'ai dit, je viens de la Suisse. Euh, Étonnamment, j'ai pas l'habitude de présenter en français, donc j'espère que je ne devrais pas trop chercher mes mots. J'ai traduit pratiquement toute ma présentation, mais j'espère que vous me comprendrez. Sinon, n'hésitez pas à faire une tête bizarre qui m'aidera à me recaler. Cette présentation a évolué à partir d'autres présentations que j'ai faites. Comme j'ai dit, ça fait en tout cas 10 ans ou plus que je fais des présentations dans ce domaine, sur ces thèmes. Celle-ci était à ApacheCon, la conférence Apache à Séville, il y a 2-3 ans. I will not attend your meeting, I'm an open source person. Je ne viendrai pas à ta réunion parce que je suis quelqu'un qui fait de l'open source. Titre un peu provocateur, bien sûr, mais en fait, c'est un peu ce dont on va parler là. Les manières de travailler des projets open source font qu'on n'a pas besoin d'avoir de réunions ou moins de réunions, ou si on a des réunions, elles sont beaucoup plus efficaces. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Ensuite, j'ai deux billets de blog, comment dit-on ça en français, blog post, euh, vous avez les URL, les adresses ici, j'aurai mes slides online plus tard. Un sur le blog de la Fondation Apache et l'autre sur opensource.com, sur justement cette prise de décision asynchrone. Ça peut vous aider peut-être à creuser un peu plus après cette présentation. Donc la question centrale qui nous occupe ce matin, c'est de travailler en équipe distribuée. Et travailler pour créer des logiciels, c'est prendre énormément de décisions. Le logiciel, le produit fini est la conclusion de toutes les décisions que vous avez prises en chemin. Et il y en a des milliers si on réfléchit à ce qu'on fait. Est-ce que c'est possible sans faire de réunion? Dans le monde d'entreprise, on vous dira souvent non. Dans le monde d'open source, on vous dira oui, parce qu'on ne peut pas faire de réunion. Ou une fois par année, parce que vos committeurs sont distribués sur la planète et ce n'est pas possible ou beaucoup trop cher. Et de plus en plus en entreprise, je travaille moi-même pour une entreprise qui est multinationale. Mes groupes de travail, c'est des spécialistes assez pointus, assez spécifiques. On est complètement éclatés. Là, je travaille dans un groupe, j'ai des collègues d'Angleterre, de Canada, Californie, Inde, Allemagne et moi en Suisse. Et voilà, on se rencontre occasionnellement, mais c'est vraiment pas pratique, c'est cher, c'est compliqué. Donc la très grande partie de notre travail se fait sans réunion. Les réunions téléphoniques sont les pires, à mon avis, c'est très inefficace. Donc, si on peut les garder, les utiliser intelligemment, c'est un énorme avantage. Et en plus, est-ce qu'on peut faire ça de manière efficace et agréable? Qui est fan des meetings parmi vous, des réunions? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Moi, j'adore les réunions qui sont efficaces. Quand on est
avec une équipe de spécialistes, avec un tableau blanc et qu'on improvise, qu'on fait du brainstorming. Je fais de la musique aussi. Je mets ça un peu en équivalence à improviser dans un quartet de jazz avec des amis musiciens à qui vous faites confiance. Une réunion peut être de ce niveau-là, si elle est appropriée, bien organisée, dans un bon environnement. Mais beaucoup de nos réunions ne sont malheureusement pas à ce niveau. On parle des fois dans nos cercles open source de shared neurons, de neurones partagés. On essaye de mettre nos cerveaux ensemble pour faire quelque chose de plus grand. Et ça demande qu'il y ait une bande passante de communication très forte entre nos idées. Et c'est là qu'on a une réunion efficace. Mais effectivement, dans beaucoup d'environnements aujourd'hui, on ne peut pas faire ce genre de réunion. Donc il faut trouver d'autres moyens. Et comme je le montrerai plus tard, j'ai découvert, j'avais travaillé pour le Parlement fédéral suisse à la fin des années 90 pour créer le système qu'ils utilisent pour faire l'agenda, le programme de leur réunion hebdomadaire. Et j'ai découvert en fait l'année passée qu'ils travaillent de manière très similaire au comité de direction de la Fondation Apache où je siège. Et en ayant justement une préparation de réunion très poussée, très efficace, qui fait que la réunion elle-même est efficace et qu'on peut prendre beaucoup de décisions dans un temps assez bref. Donc on verra qu'on peut combiner les deux mécanismes. Je ne veux pas dire ne faisons aucune réunion, quand on peut en faire c'est bien, mais avec ces principes de prise de décision asynchrone, on peut les rendre beaucoup plus efficaces en prenant beaucoup de décisions en avance. Voilà, on va commencer par clarifier qu'est-ce que j'entends par prise de décision asynchrone. Je ne suis pas un psychologue ou quoi que ce soit, donc j'espère pas raconter trop de bêtises, mais j'ai essayé de réfléchir à la manière dont on prend des décisions et je vois 4 phases, en tout cas dans une décision technique, mais je pense que ça s'applique à beaucoup de domaines. D'abord, il y a une phase, c'est là que vous devrez excuser un peu mes traductions non traduites, une phase de brainstorming où on réfléchit, on lance des idées en l'air, même les plus fantaisistes, c'est tout à fait approprié à ce stade-là. Il faut que les idées émergent, il faut qu'on essaye de voir toutes les options qui sont possibles, tous les axes dans lesquels on peut se diriger pour notre décision. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est de clarifier quelles sont les options qui sont possibles ou vaguement réalistes d'après ce brainstorming. Donc on va trier un peu les choses, éliminer les options qui sont vraiment trop fantaisistes ou pas, ou trop coûteuses ou pas appropriées à l'endroit où on est, et définir un certain nombre d'options parmi lesquelles on pourra choisir. C'est bien de ne pas en avoir trop à ce stade. Si on peut se limiter à 3, 5, peut-être 7 options, je pense que c'est un maximum de ce que notre cerveau peut traiter, disons. Je pense que là, c'est bien d'avoir... Si on arrive avec 28 options, c'est que peut-être le problème est trop grand et il faut le casser, le découper en plus petits problèmes. La troisième étape, c'est quelque chose auquel on est très attaché en Suisse, le consensus, c'est-à-dire d'arriver à un accord, d'arriver à une idée générale qui se développe. OK, on a 5 options, mais c'est assez clair à ce stade-là qu'il y en a peut-être que 2 qui nous intéressent vraiment. C'est déjà bien. Si on peut réduire ça, c'est déjà une bonne chose. Bien sûr, on pourrait directement voter sur les 7 options et puis compter le nombre de votes et décider. Ce ne serait pas une bonne idée. D'une part, les gens risquent d'être déçus. Si vous êtes dans la minorité, souvent c'est une déception. Moi, j'aurais voulu cette option, mais on a choisi une autre et on ne m'a pas dit pourquoi. Si on peut commencer à créer un consensus, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Et on verra que c'est comme ça qu'on travaille beaucoup dans les milieux open source. J'ai été pas mal impliqué dans la Fondation Apache, dans l'incubateur, donc le mécanisme par lequel les projets rejoignent la fondation. Et souvent, quand on a des projets qui arrivent, ils veulent voter sur tout et n'importe quoi. Chaque décision, faut voter, faut voter. C'est pas le but. Le vote sert soit à formaliser une décision, c'est nécessaire dans un gouvernement ou dans certains organismes, mais si le vote est là pour simplement mettre les gens les uns contre les autres et avoir des gagnants et des perdants, ce n'est pas une bonne idée. C'est beaucoup plus constructif si on peut former un consensus naturel qui fait que les gens vont être d'accord avec la décision, même s'il n'y a pas eu de vote formel. Et la dernière étape, c'est la décision elle-même, qui peut être très simple si on a déjà un consensus, mais qui, dans des cas, par exemple, pour un gouvernement, doit être formalisée. Pour le comité de direction de la Fondation Apache, c'est la même chose. Nos décisions sont formalisées dans des
minutes, dans des comptes rendus des réunions qu'on publie. Et dans un projet informatique, je pense que c'est bien que les décisions sont formalisées par exemple, simplement un ticket. Si vous avez un système de tickets comme Jira ou Bugzilla pour gérer vos projets, j'espère que vous avez ça, ou les Git issues, les tickets dans Git. C'est une très bonne chose, à mon avis, de documenter chaque décision dans un ticket. Ça lui donne un numéro, ça dit la décision 342, on saura exactement ce que c'est. Et puis il y a un petit historique ou un grand historique parfois de la décision qui est important. Donc ces 4 phases nous aident à clarifier un peu ce qu'on entend par, enfin, quel est le mécanisme de prise de décision. Et si on regarde, il n'y a aucune de ces phases qui nécessite intrinsèquement d'être tous ensemble au même endroit. Tout ceci peut se dérouler de manière complètement asynchrone si vous avez des outils appropriés, à moins que votre organisation ne requiert une réunion. Dans la Fondation Apache aussi, on a un meeting, une réunion des membres chaque année. Et là, ça doit se passer de manière synchrone, où tout le monde est là et vote et prend des décisions. Ça ne se fait pas en personne parce que c'est trop compliqué, on le fait sur IRC, sur des canaux de chat, mais quand même, il y a une action synchrone qui est demandée par les règlements de la Fondation. Mais dans les projets informatiques, en général, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien qui dit on doit être tous dans la même salle et voter en levant la main. C'est archaïque. Tout ceci peut se passer de manière asynchrone et on va expliquer comment et avec quels outils. Voilà les outils que je vous propose. Vous êtes peut-être un peu surpris. Ils ne sont pas très informatiques à voir comme ça, mais en fait, j'essaye d'aller au cœur de la chose. Quel est le rôle de ces outils? Exactement quel outil on utilise, ça n'a aucune importance. Où je veux en venir, c'est qu'il y a un certain rôle de ces outils qui est nécessaire pour pouvoir faire ce mécanisme de prise de décision asynchrone. Le premier outil, c'est un canal de communication partagé et asynchrone. Un système qui vous permet de communiquer entre tous les participants au projet d'une manière à ce que tout le monde ait la même information et à ce que ce soit asynchrone, qu'on n'ait pas besoin d'être tous au même endroit ou d'être tous réveillés au même moment pour que ça fonctionne. Si on devait maintenant faire un travail de prise de décision, je ne sais pas, il y a peut-être 200-300 personnes dans cette salle, on pourrait très bien le faire avec des tableaux blancs. On aurait des tableaux blancs ici sur lesquels on fait nos propositions, les gens passent devant, ils regardent, ils commentent, etc. Ça serait un canal de communication partagé et asynchrone. Pas numérique, mais ça fonctionnerait aussi. Si on commence à vouloir prendre des décisions dans cette salle en parlant, ça va prendre beaucoup de temps. Attendre de pouvoir prendre la parole, ça ne va pas être possible. Donc c'est vraiment le rôle de ce canal de communication partagé. J'ai mis ici une radio de marine. Pour ceux qui naviguent, en navigation, on a une radio où il y a le canal 16, où on appelle tout le monde. Et c'est un canal qu'on doit utiliser de manière très économique. Si vous commencez à parler beaucoup sur le canal 16, le cross, les sauveteurs ou la police vont vous tomber dessus en disant là, il faut arrêter. Quand on a un canal de communication partagé dans un projet open source, une mailing list ou un canal Slack, c'est la même chose. Il faut être économe de la manière dont on l'utilise parce qu'on requiert l'attention de tout le monde quand on envoie un message sur ce canal. C'est pour ça que je prends cet exemple de la radio où on a une bande passante qui est limitée et dans nos projets, c'est souvent la même chose. Donc ça, c'est l'outil. On va voir après pour lesquels des phases de décision on l'utilise, mais c'est l'outil qui est extrêmement essentiel. Et encore une fois, exactement quel outil vous utilisez a très peu d'importance. Le deuxième outil clé, c'est un outil de suivi de cas partagé. Donc là, j'ai mis des petites fiches en carton dans des tiroirs. Ça pourrait fonctionner si les gens passent à cet endroit régulièrement. Dans notre monde numérique, ça va être typiquement des systèmes de tickets. Donc Jira, Bugzilla, les tickets qu'on a dans les projets Git. Un système où chaque cas est isolé dans sa petite boîte. Donc typiquement, dans nos systèmes de suivi de tracking, ça sera une page web. Si vous travaillez avec Jira, vous avez une page web qui est le suivi d'une certaine décision, avec tout son historique. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Dans un groupe où vous avez des gens qui viennent et qui repartent, comme c'est souvent le cas dans nos projets informatiques, quand un nouveau arrive dans votre groupe ou une nouvelle personne, c'est bien qu'elle puisse se mettre au courant. Si elle doit parler avec tout le monde pour se mettre au courant, ça va prendre beaucoup de temps et ça va être inefficace. Si l'information de base est disponible en self-service, parce qu'elle est dans ces pages web où vous avez pris les décisions, la personne pourra aller fouiller là-dedans. Et puis, je ne sais pas, mettons que je suis spécialiste des fuites de mémoire en Java.
pourquoi pas. Je pourrais aller chercher dans le système de tickets quelles sont les décisions qui ont été prises dans ce domaine-là et me faire déjà une très bonne idée de où est-ce qu'on a des problèmes, où est-ce qu'on est fort ou pas fort, et qui est spécialiste de ce domaine. Je vais déjà collecter une grande masse d'informations sans devoir aller embêter tout le monde avec mes questions. Et après, je pourrais aller parler avec les personnes concernées. J'aurais identifié quelles sont les personnes impliquées dans quelles décisions, et je pourrais aller avoir des conversations beaucoup plus efficaces avec ces personnes-là. Donc, utiliser les tickets pour la prise de décision a d'énormes avantages dans ce domaine. Encore une fois, ça rend les réunions optionnelles. Tout ça peut fonctionner très bien sans réunion, de manière complètement asynchrone et distribuée. Ça vous donne plus de temps pour réfléchir. Dans notre travail de programmation, c'est complexe. Ce qu'on doit réaliser n'est pas toujours simple et même assez souvent compliqué. Et je ne sais pas comment votre cerveau fonctionne. Le mien, il fonctionne par moment eureka. Je réfléchis, j'ai un problème derrière la tête, et puis si j'essaye de réfléchir fort dessus pendant 5 minutes, je me mets comme ça, en général ça ne fonctionne pas. Et puis tout d'un coup, je vais à vélo, ou je vais avec mon petit voilier sur le lac, ou je vais promener un chien, et pouf, tout d'un coup l'idée vient, et c'est vraiment là qu'on a les bonnes idées. Donc le fait que ça soit asynchrone fait que si votre idée ne vient pas dans la réunion, ce n'est pas un problème. Vous allez pouvoir quand même mettre votre idée dans le processus de décision. Et ça, je pense que c'est un avantage énorme sur la qualité du travail. Donc même si on est dans le même bureau, même si on a le luxe d'être un groupe qui est collocated, désolé, qui travaille au même endroit, ça peut avoir d'énormes avantages de travailler de cette manière-là. Et puis, une autre chose, j'ai un collègue de la Fondation Apache, Dirk Willem van Grolik, qui travaille à l'IETF, l'organisme qui fait des standards du web. Et il disait, ces gens-là, ils ont des réunions, ils font des workshops de 2-3 jours, et volontairement, ils ne prennent pas les décisions dans ces workshops. Ils préparent les décisions, ils font le brainstorming, ils font la liste des options, ils essayent de créer un consensus, mais ils ne prennent pas la décision à ce moment-là. La décision se fait de manière asynchrone dans les jours qui suivent. Et un des énormes avantages quand vous êtes dans un groupe multiculturel, c'est que ça permet aux gens qui ne maîtrisent peut-être pas complètement la langue commune, qui est l'anglais dans ce cas-là, de réfléchir beaucoup mieux. Parce que souvent, on comprend un peu ce que les autres disent, on manque peut-être quelques subtilités, on a peut-être soi-même un peu de peine à s'exprimer, donc on n'ose pas le faire. Ou si vous êtes comme moi dans une réunion où il y a du monde, j'arrive jamais à avoir mon tour parce que je suis trop lent, je suis suisse. Et ce mécanisme-là donne une voix à ces gens-là. Les gens qui sont timides, qui ne maîtrisent pas la langue, qui ont besoin de plus de temps pour réfléchir ou qui n'ont pas eu l'idée au bon moment, mais qui l'ont peut-être sous la douche le lendemain matin. Donc, c'était très intéressant pour moi de réaliser que certains organismes, volontairement, ne prennent pas de décision de manière synchrone, mais utilisent ces principes aussi pour que ça soit plus efficace. Donc il y a encore une fois de grands avantages. Vous commencez à comprendre que je suis convaincu de tout ça, mais effectivement il y a de grands avantages à travailler comme ça. Voilà, j'ai déjà un peu empiété sur ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on va pratiquer comme ça? J'aime bien raconter des histoires. Et mon père en fait était menuisier et il avait son atelier de menuiserie au rez-de-chaussée. On avait l'appartement au-dessus. Et puis souvent à l'heure du déjeuner, si je traduis en français, donc à midi, chez nous on dit le dîner, je ne sais pas pourquoi, mon père était souvent en retard. Et l'excuse habituelle, c'était qu'il était en train de coller. Il était en train de fabriquer une chaise, et il était dans les 20 minutes ou la demi-heure qu'il lui fallait pour pour coller la chaise, pour la serrer, pour qu'elle tienne, et on ne peut pas interrompre ce processus. Si vous interrompez le collage, votre chaise, elle est fichue et il n'y aura pas de chaise. Donc, mon père, quand il était en retard pour le repas, c'était souvent parce qu'il était en train de coller. Il y a certaines activités d'un artisan que vous ne pouvez pas interrompre, sous peine de les détruire. Et dans la programmation, dans l'informatique, c'est comme ça. Tous les gens qui programment ici, ou même quand on réfléchit à un problème complexe, même sans programmer, tout d'un coup, on est dans la zone, comme on dit, on a ces 20 minutes, ces 40 minutes, cette heure ou ces 3 heures où on est complètement immergé dans notre problème, ça coule, on avance, on fait un bon progrès. Et si vous interrompez cette phase-là, vos 3 heures, elles sont perdues. Et Paul Graham a écrit un excellent billet sur ce sujet, vous avez l'URL ici en bas, et il dit, il y a 2 sortes de planning. Vous avez le planning de votre semaine, il y a le planning de l'artisan.
Et je considère, moi, qu'en développeur logiciel, en concepteur logiciel, on est des artisans pour une grande partie de notre travail. Vous avez le planning de l'artisan où il a besoin de ces phases ininterrompues. Moi, je travaille beaucoup par phase aujourd'hui. Dans ma journée de travail, je vais passer 2-3 heures sur un problème, je le termine, je vais faire des courses, ou je vais me baigner au lac, ou je fais autre chose, et je commence une autre phase de 2-3 heures, et j'ai trouvé qu'on est extrêmement efficace comme ça. Mais si vous cassez ces phases, c'est fichu. C'est clair que pour un développeur, pour un concepteur logiciel, si vous avez une réunion au milieu de l'après-midi, en général, votre après-midi, elle ne va pas servir à grand-chose. Vous allez faire des petites choses avant, des petites choses après, mais ce n'est pas où on voudrait être efficace. Donc, dans un planning d'artisan, une réunion d'1 heure peut vous coûter une demi-journée, effectivement, et c'est extrêmement coûteux. L'autre type de planning, selon Paul Graham, c'est le planning de manager, une personne qui a des réunions pendant toute la semaine. Si elle a une réunion d'1 heure de plus, c'est 1 heure de plus. Vous avez terminé votre réunion, vous allez à la suivante, ça ne vous détruit pas votre demi-journée ou votre journée. Ce n'est pas que l'un est mieux que l'autre, il y a ces deux sortes d'activités dont on a besoin, mais il faut réaliser quel est votre style de planning. Est-ce que vous travaillez sur un planning d'artisan ou sur un planning de manager? Et dans un planning d'artisan, les réunions coûtent très cher. Donc, une chose que j'aimerais faire dans les réunions, c'est d'avoir une sorte de parcomètre, une petite caisse, et toutes les minutes, vous devez mettre un certain nombre d'euros dans la caisse pour que la réunion continue, qui représenterait le coût de la réunion, en fait. Et si on faisait ça, je pense qu'on aurait peut-être moins de réunions. Une réunion est effectivement très coûteuse. Si vous prenez le coût horaire de vos ingénieurs, le coût horaire de vos managers, vous rajoutez ensuite le coût horaire du temps que les ingénieurs ont perdu parce qu'ils ont été interrompus par la réunion, c'est extrêmement cher. Et en plus, beaucoup de nos réunions, malheureusement, sont ennuyeuses. Et quand vous faites des choses ennuyeuses dans votre travail, ce n'est pas là que vous êtes le plus efficace. Donc effectivement, les réunions, c'est très coûteux. Il y a aussi toutes sortes de scénarios. Si vous cherchez sur le web pour des vidéos d'humour au sujet des réunions, il y en a des millions. Il y a beaucoup de manières de rater une réunion. Vous avez oublié d'inviter la bonne personne. La bonne personne n'a pas pu venir ou elle est arrivée en retard. Les gens n'étaient pas préparés. Ça, c'est le schéma qui arrive très souvent. Si vous travaillez avec moi, vous devez me convaincre de participer à votre réunion. Si on m'invite à une réunion sans avoir un agenda, non, j'y vais pas. Si on ne sait pas à quoi sert la réunion, c'est pas utile. Ou j'ai pas compris. Il y avait une réunion où il y avait beaucoup de monde, on ne comprenait pas très bien ce qui se disait, ou une réunion où les gens parlent 5 langues différentes et utilisent tant bien que mal une langue commune, c'est pas facile. Ou la réunion où on ne sait pas vraiment qui s'occupe des choses, ou la réunion où on dit mais on décidera la semaine prochaine. C'est pas très efficace. Donc je pense que ce sera facile d'être d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de manières de rater une réunion. Donc, la prise de décision asynchrone, encore une fois, nous permet d'avoir moins de réunions ou d'avoir des réunions plus efficaces. Donc, je pense que c'est très utile dans cette vision-là. Comment pratiquer la prise de décision asynchrone? Donc, on entre un peu plus dans les détails. Donc, on a mentionné ces deux outils. Le canal de communication asynchrone et le système de gestion de suivi de cas. Et on va voir un peu mieux comment les utiliser. Et en fait, c'est un peu la clé du problème. Si vous commencez à travailler de cette manière, ça va prendre un peu de temps pour savoir quand utiliser quel outil. Typiquement, aujourd'hui, dans un groupe de développement, vous aurez peut-être un système de chat, Slack ou HipChat ou je ne sais quoi, pour les conversations un peu informelles. Dans les projets de la Fondation Apache, on a toujours, chaque projet a une mailing list dev, donc la mailing list des développeurs du projet, qu'on considère comme le canal officiel. Ça peut sembler un peu archaïque aujourd'hui, les mailing lists, mais effectivement, si on les utilise bien, ça reste, à mon avis, un des meilleurs outils de communication asynchrone. Malheureusement, on a de la peine à les utiliser bien aujourd'hui avec des clients de mail qui ne nous aident pas et une culture qui se perd un peu. Donc là, je suis un peu dans les... On doit dire vieux cons en français, je pense, qui sont encore très attachés à ça, mais j'ai aussi une présentation sur ce sujet qui peut être intéressante. Mais effectivement, de savoir jongler entre ces outils, c'est quelque chose qu'on devra apprendre. En tant qu'équipe, si vous vous lancez dans cette manière de travailler, il faudra prendre un peu de temps, ça va prendre un peu de temps pour savoir comment utiliser les outils à bon escient. Donc, en fonction des phases de la décision, pour le brainstorming,
Clairement, c'est le canal de communication partagé qui sera approprié. C'est des décisions qui sont mal structurées ou qui parfois partent dans tous les sens. Il y a pas mal de bruit. Donc voilà, ça n'a souvent pas de sens les avoir dans un système structuré. Pour la phase de définition des options, on peut rester sur ce canal, si c'est un peu vague, mais on pourrait déjà peut-être créer un ticket pour la définition des options. Et voilà, je crée un ticket dans mon système de suivi de cas, je crée un cas qui est simplement définir les options de cette décision. Ça peut aider à bien à structurer déjà cette discussion. Des fois, elle est difficile. Simplement, des fois, la réduction des options vous pose problème parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. Donc, ça peut impliquer des sous-discussions qui sont importantes et qu'il peut être utile de conserver parce que très souvent, vous avez pris une décision et 4 mois après, quelqu'un revient et dit « mais pourquoi on a décidé ça comme ça ?» Et si vous devez tout réexpliquer, ça prend du temps. Si vous pouvez montrer l'historique de la discussion, ça peut être beaucoup plus efficace. Pour la phase de consensus, j'aurais plutôt tendance à utiliser le système gestion de cas, donc des tickets aussi, quand on forme le consensus. Mais ça peut aussi encore nécessiter des fois des discussions très ouvertes. Donc on oscillera peut-être entre les deux. Et pour la décision elle-même, là, alors pour moi, c'est clairement un ticket dans lequel on dit, voilà, décision de quelle librairie on va utiliser pour notre projet ou comment on va structurer l'API, d'après quel principe, etc. C'est des choses qui vont très, très bien dans des tickets. Mon outil préféré actuellement, c'est les tickets de Git, qui sont assez légers, assez simples et qui amènent naturellement à citer les points auxquels on répond de manière claire. Et ça, c'est un gros avantage. Il n'y a rien de pire. Sur les mailing lists, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous met un +1 dessus un gros pavé et vous ne savez pas à quoi correspond le +1. Ce n'est pas utile. Donc c'est important quand on répond à quelque chose de savoir précisément à quoi on répond. Et j'aime bien pour moi les tickets de Git, mais encore une fois, exactement les outils que vous utilisez, ce n'est pas très important. Voilà, et comme je disais, c'est pas du tout les seuls outils possibles. Un tableau blanc ou des post-it sur un tableau peut très bien fonctionner si vous êtes dans un même endroit pour un workshop par exemple, mais que vous voulez quand même travailler de manière asynchrone, ce qui est aussi un gros avantage. Je parlais du consensus auquel, comme je disais, on est très attaché en Suisse. Et c'est là que je commence à faire le parallèle entre mon gouvernement et la Fondation Apache. Donc le gouvernement suisse, la Suisse est dirigée par un collège de 7 personnes qui sont le Conseil fédéral et qui prennent environ 80 décisions par semaine dans une réunion qui dure environ 3 heures. Donc c'est efficace, ça marche. Parce que justement, cette réunion est préparée à l'avance d'après les principes que j'explique ici. À droite, vous avez la Fondation Apache, qui on prétend avoir inventé le +1 et le -1. Je ne vais pas m'avancer trop sur ce sujet, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Mais enfin, le système de vote avec le +1, +0, -0, -1 est vraiment au cœur de... Enfin, c'est un principe de base dans la Fondation Apache quand vous avez besoin de prendre une décision et que le consensus n'émerge pas naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que autant le gouvernement suisse que la Fondation Apache ont dit, mais pour une décision, si on peut construire un consensus naturel, c'est beaucoup mieux. Parce que tout le monde se sent, en général, on va se sentir bien avec ça. Enfin, c'est une décision qu'on a prise en commun. Si on n'y arrive pas, c'est important de ne pas rester bloqué non plus. Si le consensus n'émerge pas, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on ne peut pas bloquer le projet pour cette raison. On ne peut pas dire au client, on ne peut pas vous livrer votre projet parce qu'on n'a pas réussi à décider. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir des règles qui vous permettent de prendre une décision, même s'il n'y a pas de consensus naturel. Au niveau le gouvernement suisse, là, c'est 7 membres du collège du Conseil fédéral. Leurs séances se font en personne, donc ils votent à main levée et si nécessaire, le président compte double s'il y a une personne qui est absente et qui ne sont que 6. Pour éviter les ex-aequo, ils ont une règle qui dit la voix du président compte double pour qu'on puisse prendre une décision. À part ça, en Suisse, le président n'a pas de pouvoir spécial. C'est vraiment que dans des cas très précis comme ça. Donc par consensus, soyons clairs, on n'entend pas l'unanimité. Consensus, c'est un agrément naturel où on est globalement d'accord, même si c'est pas tout à fait une unanimité. Dans ce contexte-là, c'est la signification du consensus. Voilà, pour terminer, il nous restera un petit peu de temps pour des questions après, c'est bien.
Je vais donner quelques exemples pratiques où ces techniques de prise de décision asynchrone sont utilisées, et on le verra avec des outils justement variés. Encore une fois, pour qu'on ne reste pas braqué sur les outils, mais sur les principes de base. Mon premier exemple, c'est le projet Cordova, qui est un projet de la Fondation Apache qui fait un système d'application pour les mobiles, mais ce n'est pas très important exactement ce qu'ils font dans ce contexte. Ici, je m'intéresse à un de leurs repositories Git qui s'appelle Cordova Discuss, qui est public, bien sûr, donc vous pouvez aller regarder, qui est utilisé pour faire des propositions de qu'est-ce qu'on voudrait faire dans Cordova. Si je veux ajouter un nouveau système, une nouvelle librairie 3D, par exemple, je peux faire une proposition par le biais de ces repositories. La manière dont ça se passe, c'est un peu à l'envers de ce que je vous ai dit, mais vous allez voir que ça marche aussi. Je vais créer un ticket. Disons, voilà, je crée une issue, donc un ticket qui dit j'aimerais ajouter la librairie 3D BDRML dans Cordova. J'explique un peu ma proposition dans le ticket. Et la discussion, le brainstorming, la définition des options se fait dans ce ticket. Donc c'est pratique, on a l'historique, tout le monde peut intervenir de manière complètement asynchrone. Et puis, une fois qu'il y a un consensus, qu'on arrive à un accord de dire OK, on le fait ou on ne le fait pas, si c'est oui, si c'est qu'on va le faire, je peux créer un fichier dans ce même repository Git qui décrit ma proposition avec plus de détails d'après un modèle qui est proposé. Donc, dans ce cas-là, ce qui tient le rôle du canal partagé, c'est les tickets dans ce repository. Ce qui tient le rôle du système de gestion de cas, c'est des fichiers, un fichier par proposition. Donc, c'est exactement l'envers de ce que je vous disais tout à l'heure, mais les rôles sont les mêmes. J'ai un canal discussion partagé et ensuite, je vais isoler les cas dans des petites boîtes pour pouvoir les traiter plus efficacement. Un autre projet, c'est le seul projet où je suis vraiment actif techniquement dans la Fondation Apache actuellement, c'est Sling, qui est une librairie de traitement de requêtes, un web framework en fait en Java. Et là, on utilise, je dirais, la technique traditionnelle de la Fondation Apache, qui est d'utiliser notre mailing list dev@sling.apache.org pour le canal partagé, et puis les tickets dans Jira dans ce cas-là, pour les décisions et pour la clarification de toutes les décisions. Donc pour le brainstorming, ça se passe sur la liste, discussion sur la liste, dans des threads qui peuvent être parfois un peu avec pas mal de bruit, pas très clair ou qui partent dans tous les sens, mais on y arrive. Quand ça ne marche plus, on casse le thread, on en fait un nouveau, on résume où on en était, on reprend la discussion et on continue. Ce qu'on peut très bien faire avec des tickets aussi. Parfois, vous allez faire un ticket sur une décision et tout d'un coup, on ne comprend plus rien. Donc, on peut résumer le ticket dans un nouveau. Voilà où on en est. On termine l'ancien en disant, voilà, celui-là, il aboutit à rien, mais on a un successeur dans lequel la discussion peut recommencer sur une base plus clarifiée. Donc, on progresse par petites étapes. Certaines de ces discussions peuvent prendre des mois ou des années. Mais pour des problèmes complexes, c'est tout à fait valide. Et c'est très intéressant pour moi qui m'intéresse à ce domaine, d'aller revoir après comment ça s'est passé. Donc ici, le principe traditionnel de la Fondation Apache. Et maintenant, peut-être un des aspects les plus intéressants de cette idée, ces réunions hybrides. Là, j'ai justement les deux exemples du gouvernement suisse, Conseil fédéral, et de la Fondation Apache, où on va, jusqu'au moment de la réunion, procéder comme si elle était asynchrone, comme si la réunion n'avait pas lieu. On essaye de prendre toutes les décisions possibles avant la réunion, mais pour des raisons formelles, ces deux organismes doivent prendre les décisions effectivement de manière formelle dans une réunion synchrone où les gens sont présents par téléphone ou en personne. Et on va voir que c'est assez similaire. Et encore une fois, on va voir des outils différents et très simples, mais qui jouent les mêmes rôles. À gauche, vous avez le comité de direction de la Fondation Apache. Et ici, pour préparer notre réunion, on utilise simplement un fichier texte dans un système de gestion de version. C'est Subversion, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça et ça marche très bien pour ça. Donc on a simplement un fichier texte où il y a une section pour chaque décision qu'on doit prendre, avec des commentaires. Vous voyez ici que l'exemple qu'on a ici, on a un champ qui est approuvé pour dire OK, on approuve cette décision en mettant nos initiales à côté. Et puis on peut ajouter des commentaires s'il y a une discussion. Donc l'approbation des décisions peut avoir lieu avant le meeting. Et dans le meeting, on va simplement la ratifier de manière formelle. Et il peut y avoir toute une discussion sur chaque point, aussi avant le meeting,
pour ne pas perdre de temps et pour utiliser efficacement le temps de tout le monde. Mais encore une fois, un outil extrêmement simple, un fichier texte structuré. Et là, on a un de nos membres, Sam Ruby, qui a créé un outil qui s'appelle Whimsy, qui permet de gérer ça de manière beaucoup plus confortable avec une interface web. Mais les données, c'est juste un fichier texte structuré dans un système de gestion de version. Donc quelque chose qui est très durable, on n'a pas besoin d'upgrader toutes les années, etc. C'est vraiment le principe de base est très basique, mais c'est les mêmes rôles que dont on a parlé pour le moment. On a aussi une mailing list de discussion pour les discussions informelles. Le Conseil fédéral suisse, à ma droite, lui utilise donc un système informatique pour documenter les décisions. C'est ce système que j'avais créé à la fin des années 90, mais c'était vraiment un logiciel très simple, une sorte de gestion de tickets simplifiée. Et à ce moment-là, ils préparent les décisions qu'ils doivent prendre dans leur réunion. Comme je disais, il y en a environ 80 par semaine, donc c'est beaucoup. Et ils essayent d'éliminer tout ce qu'ils peuvent avant la réunion. Ils disent, voilà, cette décision-là, on est tous d'accord, c'est bon. Et après, ils font des listes de couleurs. Le programme de leur réunion est sur des listes de différentes couleurs. Je ne sais plus les couleurs exactes, mais typiquement, la liste blanche, c'est les décisions sur lesquelles on est d'accord. Donc dans le meeting, on va les ratifier à toute vitesse et elles prendront très peu de temps. La liste jaune, c'est les décisions un peu plus politiques qui ont peut-être besoin d'une discussion, mais sans que ça soit la foire d'empoigne. On pense qu'en quelques minutes, elles vont être résolues. Et il y a une liste encore d'une autre couleur pour les discussions dont on sait qu'elles vont être difficiles et qu'on va garder pour la fin de la réunion. Donc on va éliminer déjà au début de la réunion toutes les décisions sur lesquelles on sait qu'on est d'accord, ça va très vite. Ensuite, on a une série de décisions qui demandent un peu plus de discussion, mais on pense qu'on va pouvoir toutes les traiter durant la réunion. Et ensuite, des sujets plus compliqués qui ne seront peut-être pas tous traités durant la réunion, mais au moins on n'aura pas bloqué le temps. Enfin, les décisions simples auront été prises. Donc un mécanisme hybride où on travaille comme si on était... comme si on n'allait pas se rencontrer de manière asynchrone, pour éliminer le plus possible de discussions, mais quand même en ayant une réunion à la fin qui peut être, voilà, si on peut le faire, c'est clair que de parler face à face, c'est beaucoup plus efficace que par écrit. Donc voilà, 2 exemples encore une fois, mais où on retrouve les mêmes rôles d'outils, avec des outils très différents et assez simples. Voilà, on arrive à la fin. Donc ma conclusion, vous l'avez compris, je crois à ce stade-là, je suis enthousiaste et ça fonctionne. Et on le démontre dans les projets open source. Comme je disais au départ, vous avez des projets qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas de planning, pas d'horaire en tout cas, où vous avez des gens qui ont des fuseaux horaires différents, donc tout le monde n'est pas réveillé en même temps, des gens de cultures différentes qui travaillent, des gens de langues maternelles différentes. On communique en anglais, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas notre langue maternelle, et ça fonctionne. C'est ça qui est presque miraculeux, je dirais. Et on a des projets open source qui changent le monde, si on peut dire. Vous avez quand même des projets qui ont créé des industries, qui donnent du travail à des milliers de personnes, et ce n'est pas rien. Et si on compare ça aux projets d'entreprise, qui n'ont souvent pas plus de succès, c'est plus structuré, il y a plus de processus, mais les résultats n'y sont pas toujours. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour l'entreprise de s'inspirer de ces méthodes, et on le fait beaucoup aujourd'hui. Vous avez plusieurs présentations à Devoxx ici qui sont justement sur ces principes que l'entreprise travaille comme des projets open source. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner. Donc la difficulté, comme je disais, c'est d'utiliser les outils à bon escient. C'est là que votre groupe devra s'habituer à apprivoiser, à travailler avec le bon outil au bon moment. Et puis, encore une fois, exactement les outils que vous utilisez, ce n'est pas très important, c'est vraiment les rôles qui sont importants. Vous avez 2 URL là pour une liste de lecture. J'ai toute une série de liens sur des blog posts ou sur des articles qui vous permettront d'approfondir si ça vous intéresse. Et puis aussi un repository GitHub où je travaille sur les use cases, les cas d'utilisation un peu plus précis de ces outils pour permettre de qualifier quel outil est approprié ou pas. Voilà, il nous reste 5 minutes pour des questions. Je serai là encore ce soir, meet and greet, demain jusqu'au milieu de journée. Donc n'hésitez pas à me harponner dans les couloirs si vous avez plus de questions. Merci beaucoup d'avoir été ici. C'est un grand plaisir d'avoir une salle aussi nombreuse. Et il nous reste 5 minutes 39 pour des questions si vous en avez. Il y a des micros à 3 ou 4 endroits. Si vous pouvez les utiliser, c'est idéal. Sinon, je répéterai les questions. Oui ? Dans les entreprises, on essaye beaucoup de faire de l'agilité, changer les organisations
OK. La question est, on essaye de faire de l'agilité dans les entreprises, d'avoir des organisations mouvantes, donc il y a beaucoup de changements dans les équipes. Comment est-ce que ces mécanismes s'adaptent? À mon avis, ce principe est idéal pour ce genre d'organisation, parce que quand une personne rejoint le projet, bah, elle commence avec un contexte qui est zéro. Elle sait peut-être vaguement ce qu'on fait, mais elle a très peu de détails. Si vos décisions sont documentées dans des tickets ou dans un autre système, cette personne pourra aller les voir, les étudier, comprendre quelles sont les forces en présence, qui sont les gens qui sont influents dans un domaine ou dans un autre, quelles sont leurs compétences. J'aime bien comparer ça à l'équipe de foot. Si vous mettez le joueur au mauvais endroit dans votre équipe de foot, ça ne va pas marcher. Si vous mettez l'avant-centre au goal, c'est peut-être pas les meilleurs résultats. Donc c'est la même chose dans une équipe de projet, il faut placer les gens au bon endroit selon leurs compétences. Et d'avoir tout ça documenté, parce que ça va se documenter automatiquement si vous travaillez comme ça, dans vos tickets, dans vos archives de mailing list, je pense que ça aide énormément les gens à entrer dans un projet. Et par expérience, quand vous avez une crise dans un projet informatique que vous devez livrer hier, avoir toute votre activité dans des tickets aide énormément pour les réassigner. Tout d'un coup, on voit qu'il y a 10 tickets qui sont assignés à une personne et on peut les dispatcher à d'autres. Donc je pense qu'effectivement, ces outils ont de gros avantages pour des équipes qui sont en mouvement. Oui, une question ici. Bonjour. J'ai déjà essayé de mettre en place ce genre de méthode. Et une des barrières que j'ai vues, c'est le syndrome du manager qui veut être là partout, donner son avis sur tout, et qui donc demande des réunions pour juste être là et marquer son territoire. Est-ce que vous avez des pistes pour sortir de cette culture? Voilà, le syndrome du manager qui veut être partout et qui veut des réunions pour montrer son importance et marquer son territoire. Comment l'aborder sans être inconvenant ou enfin, c'est un sujet délicat, je dirais. Voilà. Dans l'absolu, on pourrait dire si le manager a besoin de ça, c'est qu'il n'est peut-être pas vraiment intrinsèquement utile. Mais c'est vrai. Le fait du marquage du territoire, c'est de la politique. La politique n'est pas utile au succès d'un projet. Malheureusement, dans les grandes organisations, et pas seulement dans les grandes entreprises, dans l'open source, on a le même problème, je vous rassure. Il y a souvent de la politique. Quand il y a des gens, il y a de la politique. La manière de surmonter ce problème, je dirais, c'est d'obtenir l'approbation de gens qui sont à plus haut niveau. Idéalement, si vos top managers peuvent voir l'efficacité de ces techniques, ça peut aider tout le monde, y compris le manager oui qui veut faire ce que lui dit son grand chef. Ça peut les aider à les approuver. Chez nous, dans mes groupes chez Adobe, en fait, on a réussi à convaincre, au départ, c'était les ingénieurs qui travaillaient comme ça. Nous, on vient de l'open source, donc on travaille naturellement comme ça. On a réussi à convaincre les gens du product management, donc la gestion de produits. Au départ, ils étaient un peu réticents et ils voulaient avoir un système différent. Ils étaient d'accord d'avoir des tickets, mais avec un système ticket différent. Nous, on utilise Jira, ils voulaient autre chose parce qu'ils disaient, moi, Jira, c'est trop technique. Et on a été sympa, on leur a mis en place l'autre chose, et petit à petit, ils ont vu que c'était pas très utile, que c'était mieux qu'ils soient avec nous dans le système Jira. Et maintenant, on a une totale... ils ont accepté complètement ce principe, et nos product managers, nos gestionnaires de produits sont à fond avec nous dans les mêmes instances Jira. Et je pense que ça peut être une des clés d'outrepasser ce genre de problème, de montrer l'efficacité et l'utilité de ces techniques et de ces outils à des gens qui ne sont pas des développeurs, qui sont des managers, qui sont peut-être vos top managers, et d'arriver à un agrément comme ça. Mais c'est effectivement un problème difficile. Oui, une question ici. Oui, je regardais dans la description de la prise de décision, il y a une étape qui me manque, c'est souvent un des problèmes dans la prise de décision, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le problème? Oui. Et est-ce que ça peut se faire aussi de manière asynchrone? Oui. D'expérience, en tout cas, c'est souvent dès qu'on commence à discuter sur Slack d'un problème, on n'est souvent pas d'accord. Le fait de se dire, bon, attends, on en parle à l'oral, on se met ensemble, on se met en synchrone. Oui. Déjà, ça permet de clarifier ça, mais est-ce qu'on peut le faire de manière asynchrone? D'accord. Donc la question est, est-ce que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème de la prise de décision, c'est si on prend la décision sur le mauvais thème, ça ne sert à rien. Donc il faut que le problème soit bien défini au départ. Est-ce qu'on peut aussi appliquer ces techniques? Alors à mon avis, tout à fait oui. Si on a de la peine à définir le problème, moi je vais créer un ticket pour définir le problème. Ou plusieurs, si c'est vraiment un problème complexe. Donc on va peut-être avoir, on parlait de Slack, on va peut-être avoir des discussions informelles et bruyantes sur Slack, mais on va les canaliser dans un ticket où on met les choses importantes. Et finalement, de la même manière dont on prenait une décision, on va
de manière asynchrone, définir le problème de manière... Peut-être se mettre d'accord sur un texte de 3 paragraphes qu'il définit. Si on peut le faire en synchrone, bien sûr, c'est plus efficace, face à face, mais si ce n'est pas le cas, ça peut très très bien marcher en asynchrone aussi. Merci. Ce sera la dernière question. On arrive au bout. Je serai dans le couloir. N'hésitez pas, comme je disais, à poser d'autres questions. Merci beaucoup.